Bonjour. Aujourd'hui, on va vous présenter un travail qu'on a fait chez e-commerce en collaboration avec l'école des mines de Saint-Étienne. Donc, avec Xavier, Nabil Lapsi, Antoine Jean-Jean et moi. Et donc, tout d'abord, je veux vous introduire un petit peu l'activité des e-commerce. Et ensuite Xavier, il va passer à un peu expliquer les modèles. Donc, e-commerce, c'est quoi e-commerce? En fait, les fondateurs, ils ont vu en 2019 qu'il y avait un gros problème avec les déchets électroniques en Afrique et qu'il y avait des montagnes et montagnes de déchets électroniques. Et ils se sont dit, mais ici, il y a un truc à faire et c'est pas bon et tout ici. Et donc, pourquoi pas récupérer tout ça et les revendre? Et c'est grâce à avoir vu ça qu'ils se sont dit, ok, on va reprendre tout ça, on va reprendre des téléphones, on va et d'abord faire des tests pour voir si tout marche bien, si les Bluetooth marchent bien, si l'écran est bien. Et ensuite, on va réparer une partie si ça ne va pas. Et une autre partie, on va les revendre. Et donc, on va les mettre dans des boîtes comme la boîte que vous voyez là, avec des accessoires. Et on va les revendre pour que les produits puissent avoir une deuxième vie. Donc, on fait, chez Gourmet, on fait du rachat des téléphones dans les boutiques des Bouygues, des CFR. Et après, on rachète aussi à l'étranger. On va faire les tests, on va réparer si les téléphones ne fonctionnent pas et ensuite on va les revendre. Donc ça fait un peu un cercle comme dans l'économie circulaire. Donc aujourd'hui on est où? Maintenant on existe depuis, on a fêté cette année le 10e anniversaire. Et donc on est 85 salariés. On est présente à Bordeaux bien sûr, Paris, presque tout le monde est à Paris, Nantes, Fribourg, Grenoble. Et maintenant, on commence, notamment depuis 2018, on a commencé à se développer à l'international avec un levée de fonds de 50 millions d'euros auprès de surtout la famille Moulier. Et voilà, donc on avance. Et pourquoi on est ici? Pourquoi on est dans une conférence des data et des recherches opérationnelles? C'est parce qu'il y a beaucoup de problèmes autour du reconditionnement qui peuvent être traités avec la recherche opérationnelle et avec la data. Grâce à les cofondateurs, ils ont eu un très bon réflexe en 2019 et c'était de tout stocker. Et donc, ils ont stocké la donnée depuis le départ. Et donc, on est capable de savoir, depuis que les produits rentrent dans le système, on est capable de dire ici jusqu'à la fin tous les process qu'il y a eu dans les téléphones et tous les coûts associés. Donc, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, depuis cette année, on a rentré dans les Next 40. Et les Next 40, c'est une liste du gouvernement français qui un peu reconnaît les entreprises qui vont peut-être rentrer dans les années à venir dans les 440. Donc, on a dû faire quelque chose de bien parce que ça avance et même l'État, il a reconnu ça. Comme on a beaucoup de problèmes autour de la data, il y a un département associé qui s'appelle la e-commerce lab, dedans e-commerce. Et Xavier va vous présenter un peu tous les problèmes qu'on a chez e-commerce. Merci Sarah. Au Lab, on développe des outils d'aide à la décision en utilisant des méthodologies qui viennent de la data science et de la recherche opérationnelle. Donc on a 4 axes de travail. Le premier, ça va être autour du pricing et du revenu management. Alors, il y a 2 marchés sur lesquels il faut faire du pricing, le marché achat et le marché revente. Et il y a un catalogue de produits qui est très fourni, étant donné qu'on price des téléphones de différentes marques dans différents états. Et ça fait des dizaines de milliers de prix à gérer, à l'achat et à la revente. Et donc, on développe des outils utilisés par les équipes commerciales qui leur permettent de fixer des prix à la fois compétitifs, en tenant compte de la concurrence, mais aussi rentables pour l'entreprise. À côté de ça, on a une activité qui s'organise autour d'un deuxième axe, et on fait des prévisions
des prévisions principalement de deux types. Des prévisions de prix de revente en B2C. C'est des prévisions sur quelques mois au plus qui nous permettent d'avoir une idée de la direction du marché. Et on a aussi des prévisions de collecte. Et ça, c'est des prévisions du volume qu'on va collecter chez les opérateurs, chez Bouygues par exemple, ou Swisscom. Étant donné que, sur le principe, lorsqu'on fait un pricing, donc à l'achat chaque semaine, on va donner des grilles de prix qui vont arriver dans les boutiques Bouygues, et ensuite, par exemple, les boutiques Bouygues, ou bien aussi SFR, Swisscom, et ensuite tous les téléphones qui vont arriver en boutique, on va les reprendre en fait au prix qu'on a donné. Et donc le robinet est ouvert et tout ce qui arrive, on va le récupérer. Donc c'est important pour nous d'avoir une idée en fait des volumes qu'on va collecter. Par exemple, au vu des commandes à venir, ça nous permet de savoir si on va être dans les clous sur les quantités qu'on a en stock et sur ce dont on a besoin pour satisfaire les demandes. À côté de ça, on a aussi une activité d'optimisation de la reverse logistics. Donc on cherche à réduire les délais entre la collecte et la mise à disponibilité à la vente. Et on va aussi prioriser les flux dans les ateliers, suivant les besoins en fait, à la vente. Et aussi, donc, nos activités elles permettent d'optimiser le cash flow en minimisant, on va dire, les dépenses et maximisant le chiffre d'affaires à la vente. Et enfin, plutôt la marge, en fait, en maximisant la marge, finalement. Et on a beaucoup travaillé sur tout ce qui est pricing. Et l'idée, c'est dès l'achat, d'avoir, quand on fixe un prix d'achat, qui va être par exemple chez un opérateur, il faut qu'on sache à peu près, enfin le plus finement possible en fait, la marge qu'on va réaliser à la revente, en sachant qu'il y a une incertitude sur la qualité des produits qu'on va collecter, et que suivant cette qualité, les produits vont être revendus sur différents canaux, chacun avec une brochette de coûts différents et des prix de revente différents. Et donc pour le pricing, on a des outils qui fonctionnent bien. Et là, le projet dont on va vous parler, c'est lié plutôt à l'aiguillage des flux. Et Sarah va vous le présenter. Donc ça, c'est un schéma simplifié de la supply chain de e-commerce. C'est pour vous donner un petit peu de contexte pour la suite et pour les problèmes. Donc, en gros, on part de là à votre gauche. Donc, de où on récupère les téléphones, on a une partie historique, on va dire, c'est comme ça que e-commerce a commencé. C'est les boutiques des Bouygues notamment, mais après, il y a un peu tous les opérateurs qu'il y a en France. On récupère des téléphones et les téléphones, les gens, ils vont venir à la boutique et nous, les opérateurs, va leur proposer un prix et s'ils acceptent, on va récupérer les téléphones. Et on récupère un peu des téléphones dans différents grades. Il y a certains qui vont avoir l'écran cassé, il y a des autres qui vont être parfaits. Donc il y a beaucoup d'incertitudes sur les produits qu'on va collecter. Et on collecte en fonction de la semaine, mais ça dépend. Ensuite, si jamais, après il y a les entreprises qui ont des lots parce qu'ils savaient les employés ils savaient des téléphones, on va pouvoir récupérer ça aussi. Donc ça c'est une première partie des flux. Et après si jamais on prévoit qu'on va vendre beaucoup, par exemple à Noël, et on n'a pas assez de produits pour satisfaire la demande, on va venir chercher des téléphones à l'international, donc notamment aux États-Unis, au Japon, pour venir compléter un peu la demande qu'on va avoir. Ensuite, on va envoyer tous les téléphones dans des entrepôts qu'on a pour tester les produits, pour regarder si l'écran est bien, et comment les cosmétiques, et si les Bluetooth marchent bien. Donc on fait plein de tests pour bien checker que les produits il est bien, et dans les cas où il n'est pas bien, il faut prendre la décision si on va les réparer ou pas. Si on ne le répare pas, peut-être il va partir directement au recyclage, ou il va partir dans un autre canal de vente, ça va être un canal où on va vendre les produits et casser. Et si on les répare ou si on les vend, ou s'il était déjà bien, il a passé tous les tests, on va les vendre soit en B2B avec des partenaires qu'on a déjà, soit en B2C
par exemple, dans notre page web, on a depuis 2-3 ans notre propre site pour vendre les produits et chez des différentes marketplaces. Maintenant, on commence en France et on est présent dans plusieurs marketplaces. Et en Europe, on commence à vendre un peu partout et Recommerce commence à être connu parce qu'on est présente sur tous les endroits. Et voilà, c'est tout. Donc maintenant, je pense que vous pouvez passer à la modélisation. Donc le modèle qui va être présenté dans les slides suivants, il s'intéresse vraiment sur l'aiguillage des flux. Donc c'est les décisions principales en fait depuis les canaux de collecte, vers quel centre de traitement les produits vont être aiguillés. Et ensuite, une des décisions, c'est est-ce qu'on répare ou pas les produits. Et là, les seules réparations qui sont considérées, ça va être la remise à neuf. Est-ce que le produit est remis à neuf ou pas, suivant les prix de vente et les demandes, et la marge incrémentale que la réparation va générer. Et donc ensuite, il y a le stock, il est aiguillé aussi vers les différents canaux de revente. Donc l'aiguillage des flux, ça va depuis la collecte jusqu'à la revente. Et ces problématiques, il y a des modèles similaires qui existent dans la littérature en recherche opérationnelle. Et c'est plutôt les problèmes de lot sizing, en fait, sur lesquels Nabil Apsi a pas mal travaillé pendant sa thèse et il continue. Et donc la démarche scientifique qu'on a depuis 2 ans, donc, elle est matérialisée avec un modèle mathématique et implémenté, et des tests qui ont été réalisés. Et ce modèle, il a été publié à la conférence MOSIM en 2018. Et pour évaluer sa capacité de résolution par un solver, on a construit des instances fictives à partir de données, de KPI réels. Le modèle, il a été codé sur Ciplex. Et on l'a testé pour simuler des scénarios. Et on prépare un papier sur ce sujet. Alors le modèle. On ne va pas rentrer dans le détail des équations, mais je vais vous présenter globalement en fait, ses caractéristiques. Donc c'est un programme linéaire en variables mixtes. Donc il a des variables réelles positives et des variables binaires. Et c'est une formulation indicée par le temps. Son objectif, c'est de maximiser la marge. Et donc la marge, en fait, plutôt la marge sur coût variable, plutôt. Et c'est la différence entre le chiffre d'affaires qu'on va faire à la revente. Et ensuite, on retire les coûts logistiques, les coûts de traitement, les coûts de stockage, aussi les coûts d'achat et le prix d'achat des produits, et éventuellement les coûts de remise à neuf dans le cas où les produits sont réparés. Et ensuite, à l'intérieur du modèle, on a des contraintes de différents types. Donc d'une part, on a des contraintes de conservation des flux. Ça va être entre les quantités collectées, les quantités stockées sans avoir été testées, les quantités stockées après test, les quantités remises à neuf et les quantités vendues. On s'assure qu'il n'y a pas de perte. Et que, donc ça, c'est matérialisé avec des contraintes de flow. Ensuite, on a des contraintes sur la demande. On ne peut pas vendre plus de produits que la demande ne le permet. Donc ça, c'est des contraintes par période et par type de produit. Et ensuite, on a des contraintes qui complexifient le modèle, enfin qui complexifient sa résolution par un solver, et qui font passer le problème dans la classe des problèmes NP difficiles. On a des contraintes de type FIFO. Donc ça veut dire que pour les produits qui ont été reçus à la période T en atelier, il faut les tester avant ceux qui sont reçus dans les périodes suivantes. En fait, ils doivent être traités, on traite les produits dans leur ordre d'arrivée en fait. Ensuite, on a des contraintes sur la capacité de traitement des ateliers. Donc à chaque période, un atelier ne peut pas traiter plus qu'un certain nombre de produits. Ensuite, on a d'autres contraintes qui complexifient la résolution du problème. Ça va être les contraintes sur les lots. On fait de la remise à neuf par lot. Donc ça matérialise le fait qu'on ne peut pas envoyer les produits un par un au réparateur. Il faut constituer, on peut dire, un carton de produits. Et une fois qu'on en a suffisamment, on les envoie en mise à neuf. Et puis ensuite, les contraintes qui restaient, c'est les contraintes de non-négativité. Et donc, pour évaluer, là où on en est, on a évalué la capacité de résolution de cette formulation, qui a l'air assez complexe, avec pas mal d'indices et
pas mal de contraintes, qui fait un peu peur, mais qui finalement se résout très bien pour les instances qu'on a testées. Donc les instances, elles ont été générées avec les paramètres suivants. On a un nombre de périodes qui va de 6 à 24. Alors la granularité, c'est la semaine, donc ça fait des instances qui vont jusqu'à 6 mois, ce qui est déjà beaucoup en fait, quand on s'imagine toutes les prévisions que ça implique. Ensuite, on a un nombre de familles de produits qui va de 6 à 27. Les familles de produits, par exemple, ça va être les iPhone 6. On les regroupe et on va avoir le 6-16, le 32, le 64 qui vont être dans le même groupe, dans la même famille. Et quand on sait que le chiffre, l'essentiel du volume de notre activité, il est fait sur quelques produits, sur une gamme assez restreinte de produits. Donc déjà, avec 27 familles de produits, on couvre une bonne partie du volume de notre activité. Ensuite, on a de 2 à 4 centres de test, ce qui est aussi réaliste. Et le nombre de canaux de collecte qui va de 3 à 6, c'est pareil, c'est plutôt réaliste. Et comme capacité, on a soit une capacité qui correspond au volume collecté, soit on a testé des cas où on a une capacité de traitement qui est supérieure au volume collecté. Donc les instances devraient être plus faciles. Et à côté de ça, on a aussi considéré différentes tailles de lots de remise à neuf. Et donc les résultats qu'on a pour l'instant, c'est des résultats qui visent à évaluer la capacité de résolution du modèle par un solver, en l'occurrence Ciplex 12.8. Donc ces résultats ils portent sur 972 instances, et la limite sur la durée d'exécution elle est d'1 heure par instance. Et là donc les résultats c'est des résultats moyens, agrégés, qui sont donnés en secondes, et c'est par nombre de périodes, par nombre de produits, nombre de centres de test, nombre de canaux de collecte, capacité de traitement et lot. Et ça vise à évaluer un peu l'impact des différents paramètres sur le temps de résolution. Et ce qu'on voit, c'est que le nombre de périodes, c'est un paramètre qui est assez impactant parce que quand on arrive à 24 périodes, déjà, on commence à résoudre beaucoup moins d'instances à l'optimalité. Aussi, ce qu'on observe dans l'ensemble, c'est qu'on résout un nombre très important d'instances à l'optimalité en un temps qui est plutôt réduit. Ensuite, autre paramètre impactant, ça va être le nombre de familles de produits. Quand ce nombre augmente, le nombre d'instances résolues à l'optimalité diminue. Et à côté de ça, donc là vous avez les résultats pour les instances résolues à l'optimalité, qui sont donc réalistes. Et pour celles qui n'ont pas été résolues, en fait, on a aussi qui n'ont pas été résolues à l'optimalité. On a regardé un peu l'écart relatif avec la meilleure borne connue. Et cet écart, il est plutôt réduit en fait. On est toujours à moins de 1% d'une solution optimale. Donc on envisageait au départ d'essayer des heuristiques de résolution, mais pour l'instant c'est pas nécessaire parce qu'on a déjà des résultats qui sont satisfaisants avec un solver. Et on va poursuivre les tests et voir si c'est bien le cas pour d'autres instances qu'on va préparer. Et ça permettra de conclure en fait ces travaux. Donc, je repasse la parole à Sarah pour la conclusion. L'année dernière, on est venu présenter l'APS, l'Advanced Planning System de e-commerce. C'est un outil que maintenant les métiers utilisent tous les jours, toutes les semaines. Et en gros, c'est en fonction de la demande, en fonction des prévisions des collectes qu'on a fait et en fonction des produits qu'on a déjà en stock, pouvoir déclencher des décisions d'achat à l'international pour pouvoir satisfaire la demande. Donc ça, c'est les travaux qu'on a présentés l'année dernière et qu'on a continué un peu à avancer parce qu'il faut encore améliorer les prévisions et il faut aussi améliorer l'outil en fonction un peu les informations et les retours du métier. Et donc, ce travail-là qu'on vient de présenter, c'est plus pour nous aider à réfléchir autour des décisions à prendre et des choses qu'il faut qu'on améliore aujourd'hui. Et donc, c'est un peu les mêmes idées qu'IBM a présentées dans la plénière ce matin, de développer petit à petit des modules qu'on va pouvoir venir intégrer dans des outils qu'on a déjà en place. Donc, l'APS fonctionne maintenant, mais il faut qu'on l'améliore. Et une façon d'améliorer, c'est d'intégrer un peu les décisions de s'il faut réparer ou pas et à l'optimal ou en fonction des choses qu'on a déjà dedans l'APS. Et voilà, c'est tout. Et si vous avez des questions, merci de nous avoir écoutés. Et oui, on cherche un stagiaire
plutôt en développement, mais ça peut être profil aussi recherche opérationnelle. Donc, vous pouvez venir nous voir si vous êtes intéressé. Merci. Merci pour l'exposé très clair. Moi, j'ai plein de questions très techniques. Pour l'instant, vous utilisez des méthodes de résolution frontale, c'est-à-dire que vous utilisez Simplex sur le modèle. Vous n'avez pas essayé d'autres méthodes il y en a tellement, décomposition, relaxation, génération de colonnes pour aller plus vite. Alors, pour l'instant, la génération de colonnes, on n'en a pas besoin pour la résolution, pour l'instant. Alors après, si on avait une granularité temporelle plus fine, peut-être que les instances, on ne pourrait pas les résoudre frontalement et qu'on pourrait avoir recours à la génération de colonnes. Et il faudrait voir les contraintes qu'on pourrait dualiser et les sous-problèmes que ça donnerait. Et je ne sais pas si pour ce problème spécifique ça marcherait, mais ça serait à voir. D'accord. Alors après, vraiment technique, dans votre modèle, vous avez montré, vous avez cité les contraintes FIFO comme étant particulièrement contraignantes et difficiles pour le modèle. Oui. Et la question, c'est genre, comme ça, je me dirais, ouais, mais on n'est pas obligé de les prendre en compte. Réellement, on peut se dire qu'il y a toujours un stock, et il faut que ce stock, il ne dépasse pas, sans vraiment se dire, c'est pas grave si j'ai les 100 iPhones qui sont arrivés, ils seront naturellement par l'opérateur traités dans l'ordre d'arrivée. Et donc, est-ce que c'est pas une contrainte supplémentaire difficile? Et après, et l'autre question, c'est genre, est-ce que la modéliser avec des contraintes d'indicateurs, ce serait pas plus naturel et plus efficace pour le solver? C'est une bonne question. Et ça, j'avoue que j'ai pas la réponse comme ça. Il faudrait tester pour voir si on pourrait pas les modéliser autrement. En tout cas, pendant les tests, les expériences numériques, on a essayé de les relâcher et de voir l'impact que ça a sur la fonction objectif. Et l'impact, il est plutôt réduit en fait. Elles sont pas si contraignantes que ça au niveau de l'objectif. Ok. Et juste une dernière question sur le dernier tableau, vous dites qu'il y a certaines instances qui ne sont pas résolues à l'optimalité, mais du coup dans le temps max, on n'atteint pas les 1 heure. Du coup, elles ont été supprimées du... En fait, parce qu'on a distingué, il y a deux tableaux. Il y a le premier tableau, c'est... Ok, mais oui, en fait, on atteint le temps max, on atteint bien le temps max. Alors au niveau de la présentation des tableaux, je me demande si tout était clair. Alors là, en fait, on a les instances résolues à l'optimalité, en fait. C'est pas visible, en fait, mais c'est marqué en bas. C'est marqué en dessous, c'est moi qui sais pas lire. Oui, non, c'est écrit tout petit, en fait, et c'est pas lisible. Mais en fait, c'est pour celles qu'on a résolues à l'optimalité. C'est pour ça qu'on obtient. Et voilà. Et les autres, par contre... Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, une petite question un peu naïve. Vous avez dit que vous aviez testé vos modèles sur des données fictives, oui. Alors que vous avez la chance d'avoir justement des données réelles. Vous avez essayé de le tester sur les données réelles. Pour quelle raison en fait vous avez choisi de travailler sur des données fictives, si ce n'est pour des besoins de confidentialité après pour la publication, mais je veux dire dans l'absolu, vous pourriez aussi tester vos modèles directement sur les données réelles? Alors, d'un côté, je pense en pratique, actuellement, quand on voit les horizons de planification, il y a beaucoup de données, même à quelques mois, en fait. Il faudra avoir une idée précise des volumes qu'on va collecter, des prix de revente sur les différents canaux, pour que les solutions veuillent dire quelque chose. Parce qu'il y a tellement d'incertitudes dans les paramètres que c'est difficile de faire de l'optimisation, déterministe du moins. Peut-être qu'on pourrait justement traiter les paramètres comme aléatoires et avoir des approches stochastiques ou robustes. Et donc, vu qu'on n'a pas l'objectif dans l'immédiat d'utiliser ce modèle tel quel, du moins, on s'est dit autant que les choses soient claires et utiliser des instances fictives vu qu'on ne cherche pas à s'en servir pour piloter l'entreprise. Alors, je rebondis sur la question de mon voisin. Oui. Mais en fait, a posteriori, ça pourrait être intéressant parce que si tu regardes le passé, par contre là tu le connais parfaitement, et oui. donc tu pourrais au moins te poser la question, si j'avais eu une boule de cristal et que je connaissais parfaitement tous les paramètres,
est-ce que j'aurais gagné quelque chose en utilisant le modèle plutôt que les décisions qui ont été prises? C'est vrai, effectivement. Ce serait intéressant à voir ça. Ça, on pourrait faire ça. Après, ça impliquerait de divulguer les données. Et parce qu'en fait, si on teste sur les instances, on va donner les instances. Et ces instances, enfin, c'est sensible. Nous, on serait pas contre. En fait, on serait pas contre divulguer des données, mais par contre, je pense qu'au niveau même de la direction, ils vont pas être d'accord en fait qu'on donne nos coûts, tout ça. Donc, c'est pas possible. Pour le moment, en interne, tu peux déjà tester sans publier. Ouais, c'est possible, voilà. En interne, c'est possible de tester, effectivement. Mais je pense que c'est assez similaire Enfin, quand même, le générateur d'instance, les paramètres, ils correspondent à la réalité. Les valeurs des coûts, etc., c'est à peu près la réalité, mais c'est pas exactement. Mais on pourrait faire des tests en interne, effectivement, et donner des résultats. Ça pourrait être intéressant, oui, je suis d'accord. Tant que j'ai le micro, je m'accroche. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que de toute façon, tu ne pourras pas utiliser les résultats en pratique parce qu'il y a des contraintes opérationnelles qui arrivent sur le court terme, on va dire. Alors, vu que ça passe, le modèle, il a l'air de passer, tu arrives à résoudre l'optimalité quasiment tout, tu as envie d'ajouter des trucs dans le modèle, et notamment, éventuellement, commencer à introduire des bouts opérationnels, quitte à ce que ça soit... Alors, tu as parlé d'optimisation stochastique, ça pourrait avoir du sens. Ou au moins te robustifier le truc pour que, en gros, si tu as des contraintes opérationnelles qui arrivent, tu ne vas pas trop casser ta solution. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'envisages d'intégrer dans ce modèle-là, ou tu vois plutôt un truc en deux phases, où tu lances ce modèle-là, puis ensuite tu vas aller modifier les solutions avec un modèle opérationnel par la suite? A priori, comme ça, je dirais que j'aurais tendance à ajouter des paramètres, des variables aléatoires, des paramètres du modèle qui sont des variables aléatoires, étant donné qu'il y a trop d'incertitudes sur leur valeur.